Bienvenue encore une fois à ce journal. Le procès de Félicien Kabuga, considéré comme le financier du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, s'ouvre ce jeudi à La Haye, aux Pays-Bas. À l'ouverture de ce procès, le président de l'association des rescapés du génocide Ibuka, Egide Nkuranga, nous a indiqué ce que signifie la tenue de ce procès 28 ans après les faits. On accueille ce procès très impatiemment parce que ça faisait longtemps. Vous savez, il a fui la justice pendant 25 ans. Il a utilisé sa fortune parce que c'était un homme riche ici au Rwanda. Il a utilisé sa fortune pour fuir la justice. Et fin de fin, il a été appréhendé en France, je pense il y a 2 ans si je m'abuse. Alors, jusque-là, ils ont continué à essayer de fuir la justice comme il avait commencé. Mais en fait, en utilisant, en soi-disant qu'il est malade et son âge avancé, donc l'objectif est le seul, c'est pour mourir tout en étant présumé innocent. C'est ce que je veux dire. Alors, donc on accueille ce jour avec impatience. On va suivre de près le procès et on espère que quand il va commencer son procès, on va avoir quelques informations qui pourront nous aider peut-être dans d'autres procès des présumés génocidaires qui sont libres dans des pays en Europe, en France, en Belgique, mais même aussi dans des pays africains ou aux États-Unis ou ailleurs. Donc ça va vraiment nous aider à poursuivre ces présumés génocidaires. En fait, Kabuga Félicien, quand on parle du génocide perpétré contre les Tutsis, on ne peut pas ignorer son nom. Le nom de Kabuga vient souvent quand on parle du génocide perpétré contre les Tutsis. Pourquoi? Parce que Kabuga Félicien, il faisait partie du noyau, du groupe, du cerveau qui a préparé le génocide contre les Tutsis, qui a exécuté le génocide perpétré contre les Tutsis. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, après le génocide, quand le FPR a stoppé le génocide, il a directement fui, comme je l'ai dit, il a fui, il a continué à utiliser sa fortune pour ne pas être appréhendé. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment très connu. On ne peut pas le séparer avec le génocide contre les Tutsis. Alors, quelle image faites-vous ou l'analyse que vous faites de ce procès qui va se dérouler à La Haye? Donc, d'après vous, est-ce qu'il serait important que ce procès se déroule à La Haye? Bah, on avait souhaité qu'il soit extradé au Rwanda. C'était notre premier souhait. Mais vous savez, quelquefois, la politique s'y mêle. Je pense que, justement, avec son nom, avec sa fortune, il a pu peut-être influencer les décideurs. Il n'a pas été extradé. Et la deuxième, on voulait qu'il puisse, s'il n'est pas venu ici au Rwanda, qu'il puisse au moins aller je veux dire en Tanzanie, à Arusha. Mais ils ont décidé que le procès se déroule en Europe, aux Pays-Bas. Donc voilà, ils ont décidé. Donc alors, ce qu'on attend, c'est que on a confiance aux juges, on a confiance aux procureurs. Donc on va espérer que ça se déroule bien. Voilà. N'avez-vous pas peur que ce procès se déroule lentement? Oui, ça c'est vrai, parce que d'après les informations qu'on a eues, il se pourrait que le procès va se dérouler 2 heures. Ils vont stopper, donc en plusieurs étapes. Donc ça va, à coup sûr, ça va prendre beaucoup de temps. Ça c'est sûr. Mais on ne fait que déplorer ça. On ne fait que déplorer ça, mais tout au moins, le procès va se dérouler. C'est très important pour nous.
L'organisation non gouvernementale Transparency International vient de publier les résultats d'une étude menée sur l'état de la corruption basée sur le sexe sur le lieu de travail. Dans cette étude, il a été révélé que plus de 75% des femmes sont confrontées à cette corruption au travail et 25% d'hommes y sont également confrontés au travail. Il a également été démontré que les hommes utilisent plus la corruption que les femmes. Dans cette étude, il a également été révélé que la corruption basée sur le genre dans le secteur privé est beaucoup plus élevée que dans les autres secteurs. L'un des responsables de cette organisation revient au micro de RBA. Je pense qu'effectivement, les mesures de prévenir, de punir aussi, sont encore faibles. Et cela pour un nombre de raisons. Mais d'abord, c'est qu'il est très difficile, extrêmement difficile de trouver des preuves. Et puis, il faut dire que c'est pas l'affaire de beaucoup de personnes. Il y en a qui banalisent ce genre de violence parce qu'ils trouvent que c'est normal. Moi, je pense qu'il faut d'abord des polices et des lois très claires et dans tous les secteurs. On ne peut pas dire que parce qu'on est dans le secteur privé, et la loi ne vous regarde pas, ne vous concerne pas comme tel. Non, parce que déjà vous êtes dans le secteur privé, c'est vrai. Vous êtes un opérateur économique, c'est vrai. Mais vos partenaires, vos bénéficiaires, ce sont des citoyens de ce pays qui doivent être protégés par leur gouvernement. Moi, je trouve que c'est le minimum qu'on puisse faire. Et puis, il faut aussi qu'on revienne un peu à nos valeurs traditionnelles liées à notre culture. Normalement, l'intégrité, ça devrait vraiment faire partie de notre quotidien. Alors, il faut pas quand même... Il ne faut pas que les gens pensent que la corruption, toute forme de corruption d'abord, mais aussi et surtout celle-là liée au sexe, c'est vraiment humiliant, c'est dégradant. Le jour où tout le monde comprendra cela, je pense qu'on va peut-être éradiquer ou du moins diminuer sensiblement les chiffres que nous avons vus tout à l'heure. Les habitants de la province de Cabo Delgado au Mozambique, notamment dans la ville de Palma, sont reconnaissants aux forces rwandaises de défense en mission de maintien de la paix dans cette région qui les ont aidés à rentrer chez eux et à reconstruire leur vie. Kassim Youssouf pour les détails. Vers 13h, heure mozambicaine, sous un soleil léger, des garçons, des filles, des hommes et femmes, tout comme des personnes plus âgées, sont rassemblés à la rive de l'océan Indien pour différentes activités commerciales, signe de paix et de quiétude dans cette région qui fut le quartier général des terroristes en province de Cabo Delgado. Les affaires avaient été sérieusement affectées parce que tous les investisseurs s'étaient enfouis et les acheteurs de poissons étaient partis. Ceux qui venaient de Nankula, des hommes d'affaires chinois qui venaient acheter du poisson ici et d'autres en provenance de la Tanzanie, tous étaient partis craignant les terroristes. Il n'y a pas que les affaires qui ont repris, mais aussi des loisirs et un match de football a été organisé entre les locaux et les agents de défense et de l'ordre rwandais en poste dans la province. Nous remercions Dieu de pouvoir à nouveau jouer au football, car cela faisait longtemps que nous ne nous étions pas livrés à des activités récréatives comme celle-ci après avoir fui nos maisons. Nous sommes heureux d'être de retour et remercions Dieu et le Rwanda pour cela. Les forces de sécurité rwandaises ont remporté le match sur le score d'1-0, but marqué par le caporal Nyobongiro Blaise, et les supporters se sont précipités sur le terrain pour exprimer la joie et le bonheur pour cette victoire des forces rwandaises de défense avec lesquelles ils ont un pacte très solide. L'ennemi les avait obligés de fuir et maintenant ils sont épanouis. Non seulement les citoyens et le bien-être en général,
De nombreuses infrastructures ont également été sérieusement endommagées pendant la période où la province n'avait pas de paix, y compris la centrale électrique qui fournit de l'électricité à 5 districts de Cabo Delgado. Cette province est voisine de celle d'Mtwara en Tanzanie et les marchands tanzaniens qui font du commerce transfrontalier sont revenus. Ils mènent leurs activités dans la sérénité grâce à la sécurité retrouvée par l'intermédiaire des forces rwandaises de défense. Cela nous a vraiment fait mal et j'ai tout perdu. Maintenant, je dois repartir de zéro. Vous savez que notre commerce exige que les routes soient en sécurité et si vous ne pouvez pas vous déplacer, cela signifie qu'il n'y a pas de commerce. Notre activité consistait à faire traverser des marchandises depuis la Tanzanie vers le Mozambique par cette route. À l'aéroport de Musimboa d'Apraia en province de Cabo Delgado, l'ordre a également été rétabli et il n'y a pas longtemps, on y trouvait des choses qui montraient que cette place a été le théâtre de violents combats. Maintenant, tout est revenu à la normale en partant notamment du climat qui y règne et la réhabilitation des infrastructures. Les responsables des organes des médias sur le continent africain et européen estiment qu'il est temps de promouvoir l'usage de la technologie pour mieux répondre aux exigences du moment. Et réunis à Kigali pendant 2 jours, ces responsables examinent ensemble comment les médias devraient accomplir leur mission avec des moyens à leur disposition. Les détails avec Jean-Damascène Manichim. La conférence Next Visio Africa qui se tient à Kigali rassemble divers acteurs des organes des médias, des entreprises de télécommunications et d'autres parties prenantes clés dans le but d'explorer les opportunités et de relever les défis auxquels l'industrie est confrontée. Certains de ces acteurs soulignent que la numérisation des opérations est l'un des moyens de faciliter le développement durable du secteur des médias. Je pense que les médias traditionnels continueront d'exister et serviront toujours de support à ces nouveautés occasionnées par la technologie. Nous savons qu'un grand nombre de notre audience recourt largement aux réseaux sociaux. Nous en sommes bien conscients et nous ne pouvons pas y échapper. Nous devons au contraire voir comment travailler mieux en renforçant davantage ces moyens nouveaux. C'est une excellente opportunité qui peut nous permettre d'élargir notre audience, de faire la publicité de nos programmes et d'accroître ainsi notre audience. L'on déplore par ailleurs certains obstacles à l'utilisation de la technologie dans le développement des médias. Se concentrer sur l'innovation de manière à numériser la prestation des services et à tirer parti de la technologie pour atteindre le public est l'un des éléments considérés comme catalyseurs du développement durable dans cette industrie. La plupart des gens s'informent par les moyens technologiques nouveaux, comme les téléphones portables. C'est la réalité. Nous devons nous préparer à l'avenir qui sera dominé par la digitalisation et nous devons nous en être conscients. Je pense que ce qui nous manque est de savoir comment exploiter ces moyens tout en tenant compte de la vision à venir. Nous devons chercher à tout prix comment nous servir de ces réseaux. Le plus important étant de les valoriser davantage. Il est très difficile de développer conjointement les 2 moyens au même degré, étant donné les budgets déterminés pour chaque secteur. Je pense qu'il faudrait à court terme ou à long terme utiliser nos ressources avec les moyens technologiques. Nous devons le faire sans nous soucier des conséquences. La plupart des organes des médias ne le comprennent pas alors que c'est important. Nous devons disposer de ces moyens modernes et savoir nous en servir. Si nous voulons atteindre les plus jeunes, nous devons leur accorder une place, car ils sont plus familiers à ces réseaux et en sont bien expérimentés. Je pense qu'il faut changer notre façon de travailler. Cette conférence de Next Visio Africa qui se tient au Rwanda est dans sa 7e édition.
Et voilà, c'est tout pour l'instant. Et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie moi-même, Michel Iladukunda. Bonne poursuite des programmes et d'ici là, portez-vous bien.